Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur France 3 Poitou-Charentes en Charente, justement dans la 3e circonscription pour notre débat consacré au premier tour des élections législatives. Vous le voyez, cette circonscription correspond à la moitié nord du département, avec par exemple les communes de Confolens, Ruffec, Rouillac ou encore La Rochefoucauld. Le député sortant est le socialiste Jérôme Lambert, que nous avons invité et qui a refusé notre invitation, et il nous l'a indiqué dans un courrier. Je vais vous dire quelques-uns des mots qu'il a utilisés pour expliquer son absence aujourd'hui. Je ne suis pas disponible le 26 mai, devant consacrer la journée à effectuer le porte-à-porte à Ruffec. Le format du débat ne me convient pas, ce genre d'exercice est dépassé. Je préfère privilégier mes actions de terrain plutôt qu'une exposition médiatique. Nous avons donc invité 4 des 11 adversaires du député sortant. Madeleine Ngombe-Bitou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de La République En Marche. Vous avez été vice-présidente de Ségolène Royal à la région Poitou-Charentes. Vous êtes conseillère municipale à Confolens, toujours socialiste? Je suis En Marche. En Marche. Ancienne socialiste. Brigitte Fourré, bonjour. Vous êtes candidate UDI, les Républicains. Je dis d'abord UDI parce que votre famille d'origine, ce sont donc c'est l'UDI. Oui. Et vous êtes première vice-présidente du conseil départemental de la Charente. Aurélie de Azevedo, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate du Front National. Oui. Et vous êtes depuis un peu plus d'un an, bientôt un an et demi, conseillère régionale. Vous étiez auparavant officier de police. C'est ça, et aujourd'hui je suis chef d'entreprise. J'ai créé mon entreprise. Et enfin, Christophe Mauvillain, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, candidat du Parti communiste Front de Gauche, et vous avez été notamment tête de liste dans le département de la Charente, au régional, et candidat au départemental. Oui, et je suis professeur d'éducation physique et sportive dans un lycée d'Angoulême. Merci en tous les cas à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose maintenant de découvrir la totalité des candidats présents pour ce second tour. On peut ajouter donc Annie Braque pour Debout la France, Sophie Djafari pour l'UPR, Françoise Fils pour Région et Peuple Solidaire, Véronique Grégory Bachelier de la France Insoumise, on en reparlera dans un instant avec Monsieur Mauvillain, Jérôme Lambert, donc on l'a dit, Anne Mingui pour Lutte ouvrière, François Monrousseau pour 100% Force éco-citoyenne, et enfin Annabelle Sicre pour Europe Écologie Les Verts. Il y a donc au total 12 candidats dans cette circonscription, où Jérôme Lambert avait été élu dès le premier tour en 2012. Alors, la circonscription est donc unique en son genre, puisque elle est la seule en Poitou-Charentes à avoir le même député depuis 1986. Jérôme Lambert siège à l'Assemblée nationale depuis bientôt 30 ans. Il était le benjamin des députés lors de sa première élection. Alors, est-ce que Madame Ngombe-Bitou briguait un 7e mandat quand Emmanuel Macron est justement en train de recomposer la vie politique française, d'incarner le renouvellement? Est-ce que ce n'était pas un pari très risqué? Alors, je voudrais dire que moi, j'adhère complètement à la démarche d'Emmanuel Macron, qui voudrait qu'il y ait un renouvellement des pratiques et des visages de la vie politique française. 2 à 3 mandats, c'est suffisant. J'adhère parfaitement donc à son projet. Est-ce qu'il y a une différence idéologique aujourd'hui entre Jérôme Lambert et vous, au plan politique, au plan des idées? Eh bien, moi, je voudrais vous parler de moi. Je voudrais vous parler des valeurs que je porte. Ce sont donc des valeurs de gauche. Et je voudrais dire que le président Emmanuel Macron a été dans un gouvernement de gauche. Son projet présidentiel est parfaitement en cohérence avec les valeurs que je porte. C'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée de lui. Alors, Brigitte Fourré, est-ce qu'au fond, l'alternance, c'est vous dans cette circonscription? Vous êtes centriste. Est-ce que d'ailleurs, en tant que centriste, vous pourriez vous inscrire dans une majorité autour d'Emmanuel Macron? Alors, si vous me permettez, je vais quand même réagir au courrier que vous nous avez lu du député sortant. Voilà, je suis quand même surprise qu'il invoque le fait qu'il se fasse du porte-à-porte à Ruffec, parce que nous aussi, nous sommes en campagne, mais on a eu quand même la délicatesse de répondre à votre invitation, parce que je pense que c'est important que nous débattions. Voilà. Alors, moi, si vous voulez, je m'inscris dans les valeurs de la droite et du centre, et je veux porter ces valeurs en tant que députée. Voilà. Donc, si, j'espère d'ailleurs que nous gagnerons les élections législatives, et si nous les gagnons, bien, je me situerai au niveau de l'Assemblée nationale dans la majorité. Si nous les perdions, eh bien évidemment, ça ne serait pas une opposition systématique au gouvernement, ça ne serait pas une opposition. Je me situerai, bien évidemment, de manière constructive
objective, pragmatique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la ruralité. Donc, je veux être la porte-parole de la ruralité. Et bien évidemment, les lois qui seraient en faveur de mes concitoyens ruraux, eh bien, je les voterai. Vous êtes plutôt Édouard Philippe ou plutôt François Baroin? Je suis ni François Baroin, ni Édouard Philippe. Je suis Brigitte Fourré, voilà, avec mes convictions. Et je porte mes valeurs moi-même. Et si vous voulez, au niveau de mon programme, je me suis cantonnée sur un programme complètement axé sur cette 3e circonscription et rurale. Alors, encore un mot avec vous, Madame Fourré, si vous le permettez. Jean-Marc de Lustrac, en 2012, avait été battu dès le premier tour. Il avait fait 22,6% des voix. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la commune d'Angoulême qui a basculé au municipal il y a un peu plus de 3 ans maintenant, avec le département de la Charente qui a basculé lui aussi aux élections départementales, est-ce qu'aujourd'hui le contexte politique est plus favorable à votre famille ? Écoutez, le contexte politique, je pense que l'élection législative, c'est une élection de personnes surtout dans les milieux ruraux, voyez-vous. Je pense que les étiquettes, on vote pour une étiquette plus dans les zones urbaines. Voilà. Donc moi, je considère que on a complètement notre carte à jouer et on verra le résultat au 11 juin. Voilà. Aurélie de Azevedo, dans cette circonscription, on va le voir, Marine Le Pen est arrivée juste derrière Emmanuel Macron. Mais quand je dis juste derrière Emmanuel Macron, c'est il y a 500 voix de retard. C'est-à-dire presque rien, puisqu'on le voit, 23,9% pour Emmanuel Macron, 23,1% pour Marine Le Pen. Est-ce que, pour le Front National, cette circonscription, la 3e de Charente, est aujourd'hui une circonscription gagnable ? Tout à fait, oui, c'est une circonscription qui est gagnable. Il faut savoir que la ruralité est une des priorités, en tout cas du Front National, qui s'est toujours, depuis de nombreuses années, lancé dans la bataille pour ce sentiment d'abandon qu'ont eu ses habitants depuis de nombreuses années, depuis toutes ces alternances. Et donc aujourd'hui, moi, j'aimerais me situer dans l'opposition, effectivement, mais pas que. Voilà, je pense qu'on peut aujourd'hui, effectivement, être dans l'opposition tout en reconnaissant les bonnes idées quand il y en a et donc continuer le chemin que d'autres ont déjà lancé. Je sais qu'il y a eu des très bonnes idées faites au niveau de cette circonscription. Mais je vais mettre en avant, en tout cas, mon manque de complaisance vis-à-vis du gouvernement en place, puisque le rôle d'un député aujourd'hui, c'est quand même un rôle de contrôle également. Et donc, voilà, je vais m'engager, en tout cas, si je suis élue, à contrôler, à légiférer, mais surtout à contrôler et ne pas faire preuve de complaisance vis-à-vis de tout ce qui se passe et de privilégier uniquement, voilà, les Charentais. Christophe Mauvillain, dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3e position, on va le revoir, presque 21% des voix. Il y avait donc potentiellement, pour votre famille politique, si vous me permettez l'expression, un vrai capital. Le problème, c'est qu'il y a donc cette candidature parachutée de Seine-et-Marne de la France Insoumise avec Véronique Grégory-Bachelier. Comment vous expliquez une telle situation ? Pourquoi n'avez-vous pas réussi à faire l'entente de la France Insoumise derrière Jean-Luc Mélenchon des présidentielles vers les législatives ? Alors avant de vous répondre sur ce point, je voudrais d'abord, comme Brigitte Fourré, regretter vivement l'absence du député sortant à ce débat. Ça lui aurait permis de clarifier son bilan, qui reste pour l'instant très flou, et de clarifier aussi son positionnement politique, un jour socialiste, un jour radical, un jour de nouveau socialiste, aujourd'hui quasiment macroniste. Et j'aurais souhaité qu'on puisse avoir enfin, avec le député sortant, un débat de fond que nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant. Pour revenir à la question de la gauche résolue et à l'unité de la gauche résolue, vous l'avez dit, j'ai été tête de liste du Front de gauche lors des élections régionales et j'ai plutôt la réputation d'être quelqu'un qui fait de la belle politique. Et donc je ne vois pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon a parachuté face à moi une esthéticienne de Seine-et-Marne. On va revoir la photo de Madame Grégory-Bachelier. Et donc il faut quand même savoir que nous avons fait une très belle campagne unitaire au moment des présidentielles, au premier tour, puisque Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier ou second dans 133 communes sur les 204 de la circonscription, c'est-à-dire les 2 tiers. Et que j'avais à cœur de porter cette unité puisque j'ai été reconnu comme le candidat de la gauche résolue légitime sur le territoire. La preuve en est, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans sa stratégie de division que je ne m'explique pas encore, a parachuté quelqu'un d'une autre région de France. Je ne me résous pas à cette division. Je continuerai à porter le rassemblement parce que je crois que le peuple de gauche en a besoin, le peuple dans son ensemble a besoin de progrès social et le pays aussi. Mais ça ne risque pas de vous éliminer
dans la capacité d'être qualifié pour le second tour avec une participation que l'on dit un peu plus faible que la présidentielle et la barre des 12,5% des inscrits qu'il faudra franchir pour être au deuxième tour? Écoutez, moi je prends mes responsabilités. La peur n'évite pas le danger. Je fais campagne sur le terrain, mais je prends le temps aussi de venir et de répondre à votre invitation pour faire de la belle politique. Et justement, je voulais réagir au propos de Madame Azevedo qui dit qu'elle défend la ruralité. Je suis beaucoup sur le terrain pour la défense des collèges ruraux, pour la défense du ferroviaire et de la gare de Ruffec, pour la défense de l'hôpital. Et je n'ai jamais vu quelqu'un du Front National dans les manifestations auprès de la population en fer de lance de cette question de l'aménagement du territoire et de la dignité des gens vivant en ruralité. Donc je crois qu'à un moment donné, le discours social, le discours rural du Front National est maquillé comme une voiture volée. Voilà. Ceci dit, il a un réel écho. On l'a vu dans certaines communes de Charente et notamment autour de Barbezieux. Il y a plusieurs communes qui ont placé Marine Le Pen en tête. Alors, ce n'est pas votre circonscription, certes, mais il y en a eu aussi dans votre circonscription. Oui, et il y a beaucoup de communes rurales où Marine Le Pen était entre 40 et 50% au second tour. Tout à fait. Alors, effectivement, vous ne nous voyez peut-être pas sur les devants de la scène, mais nous avons un vrai petit travail de fourmi et qui existe et qui est réel. Et d'écoute, et nous sommes attentifs à ce qui se passe. Nous connaissons même les problèmes. Je pense que vous récupérez un malaise, vous récupérez un mal-être de la population et vous l'instrumentalisez politiquement. Et c'est pas ça pour le coup de la belle politique. Je crois que la France n'a pas besoin de division, n'a pas besoin de montrer les citoyens les uns contre les autres. Dans votre proposition, Marine Le Pen le disait, de réserver les allocations familiales aux seules familles ayant un des parents français, alors que l'ensemble des salariés cotisent. Je crois que c'est des postures sociales qui viennent cliver et qui rompent la solidarité de notre modèle social. Donc je crois que lorsque le Front National entonne la petite chansonnette du social, il chante faux. Alors la solidarité, elle est bien, mais elle a une fin à un moment donné, et c'est surtout que là, on est arrivé à une solidarité qui n'a plus qu'un seul sens. Et aujourd'hui, c'est ce que les Français vous manifestent dans les urnes, monsieur. C'est bizarre parce que vous... Attendez, on va juste s'arrêter un instant, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas régler le débat à votre seul affrontement. Je voudrais que dans cette campagne, on évoque un autre sujet, parce qu'il est en plein dans l'actualité. C'est le projet d'Emmanuel Macron. Je vais me tourner vers vous, Madame Ngombe-Bitou, concernant la moralisation de la vie politique, parce que, on l'a vu, François Bayrou, là, ces jours-ci, est en train de mener des consultations. Le président de la République souhaite notamment interdire à un député, on l'a dit tout à l'heure, de se représenter plusieurs fois, d'employer un membre de sa famille. C'est le cas de Jérôme Lambert. On dit que les absents ont tort. Ça ne nous empêche pas de parler de la situation du député sortant qui emploie, on le voit, son épouse à l'Assemblée nationale comme assistante parlementaire, alors sans faire écho à l'affaire Fillon. Madame Ngombe-Bitou, est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de situation est de nature à disqualifier les élus qui se comportent de cette façon-là, de votre point de vue? Alors, je voudrais déjà revenir sur ce que si vous voulez, juste qu'on essaie d'avancer et qu'on tienne un peu l'ordre du débat. Je voudrais quand même dire que quand on dit que Jérôme Lambert est macroniste, eh bien, je suis désolée, pas du tout. Je suis la candidate, donc... Il se positionnait dans la majorité présidentielle. Ah non. Il l'a dit dans la presse. La majorité présidentielle, je suis la candidate donc, qui a été investie par Emmanuel Macron. C'est moi, dans la circonscription qui est la nôtre, qui serait garant des engagements qu'Emmanuel Macron a pris lors de l'élection présidentielle et pas d'autres députés. C'est bien moi, la candidate d'Emmanuel Macron. C'est à lui de clarifier la situation. Voilà. Et je voudrais dire ici que moi j'ai été très heureuse donc de venir ici. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit de refuser votre invitation parce qu'il y a des messages à faire passer. Et le premier message que je voudrais faire passer ici, c'est qu'il faut que les habitants de la 3e circonscription donnent une majorité claire et nette à Emmanuel Macron de façon à ce qu'il puisse mettre en œuvre la politique à laquelle nous avons souscrit le 7 mai dernier. Y compris la moralisation de la vie politique. Bien entendu, on commence par la moralisation de la vie politique. Emmanuel Macron s'était engagé donc, à commencer donc, son mandat avec cela. Et Bayrou, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a commencé à faire donc, des entrevues pour mettre en place donc, cette loi. Moi, j'y souscris complètement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, je suis en parfait accord avec le projet présidentiel.
Aurélie de Azevedo, la moralisation de la vie politique, on sait que le Front National a été lui aussi rattrapé par les affaires. Aujourd'hui, quand on évoque ce sujet, quand les gens vous parlent, quel message vous font-ils passer? Est-ce que le Front National est épargné aujourd'hui par les turpitudes de la vie politique? Vous l'avez vu, on n'a pas été épargné, notamment pendant la présidentielle, où des affaires sont ressorties, des affaires ou des non-affaires. C'est toujours en cours, en tout cas. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le débat a été largement fait pendant les présidentielles. En tout cas, sachez que moi, je suis tout à fait pour cette moralisation de la vie publique. Moi, personnellement, j'ai une vie tout à fait claire et limpide, et aussi bien personnel que professionnel. Donc au contraire, je trouve que c'est un bel engagement. Le Front National est contre le cumul des mandats, vous le savez. Se posera la question de mon mandat de conseillère régionale. Donc voilà, moi ça sera clair. Un seul mandat, voilà. Donc si vous étiez élu député, vous abandonneriez le mandat à la région? Tout à fait, oui. Brigitte Fourré, est-ce que vous diriez aujourd'hui, si toutefois on considère que Jérôme Lambert est votre principal adversaire, qu'il est en train de faire la campagne de trop? Oui, c'est certainement possible. Enfin, c'est ce que je ressens quelque part sur le terrain. Quand moi je fais campagne, là je vais sur le terrain avec le sac à dos, les baskets, à la rencontre des habitants de la 3e circonscription. Et je pense que les habitants de cette 3e circonscription, et d'ailleurs des autres circonscriptions de France, ils ont envie, pour renouer le lien avec leurs élus, que justement d'avoir des élus irréprochables. Et ça, c'est important. Et ils ne veulent plus non plus cette professionnalisation de la politique. C'est-à-dire que moi, dans mon programme, j'ai mis que je souhaitais 2 mandats et qu'on s'arrête à 2 mandats pour les parlementaires. Voilà. Donc, il me semble 2 mandats dans le temps, de 10 ans maximum. Dans 10 ans maximum. Il me semble qu'en 10 ans, on a le temps de faire effectivement avancer son territoire. Et ensuite, vous savez, quelquefois, la politique, ça peut dessécher aussi. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Et la vie professionnelle est justement une manière de pouvoir passer à autre chose. C'est certain. Christophe Mauvillain, on sait qu'il était proche d'Arnaud Montebourg. Jérôme Lambert, à un moment donné, il était plutôt à la gauche du Parti socialiste. D'ailleurs, ça a peut-être été une des raisons pour lesquelles il a quitté le groupe PS à l'Assemblée en 2014. Aujourd'hui, vous avez une proximité politique avec Jérôme Lambert, ou est-ce qu'au contraire, vous le trouvez peut-être trop à votre droite ou trop libéral? Moi, je développe un projet, un programme de progrès social dans la ruralité et pour le pays. Il ne m'appartient pas de commenter le positionnement politique de Jérôme Lambert, simplement sur la question de la moralisation de la vie politique. Moi, j'exerce un mandat syndical de représentant des personnels depuis 25 ans. Je suis resté à mi-temps en enseignement dans mon établissement scolaire, sans jamais couper le lien avec le terrain. Je ferai la même chose en tant que député, en essayant de conserver quelques heures d'enseignement, parce que je crois que c'est important d'être ancré dans un territoire, dans un terrain, pour pouvoir en parler. Sur la question ensuite de la moralisation, j'appartiens à une famille politique qui s'est énormément battue, avec notamment le député Bocquet et le sénateur Bocquet, qui sont 2 frères, contre l'évasion fiscale et contre la fraude aux cotisations sociales des grands groupes. Ça pèse aujourd'hui dans le pays 115 milliards d'euros par an qui échappent au budget de l'État. Donc je crois qu'en termes de probité, l'engagement politique des députés, des sénateurs, des parlementaires PCF Front de Gauche est irréprochable. Et je serai dans cette filiation. Alors, on va changer de sujet, si vous le permettez. Je voudrais qu'on aborde un peu des sujets concrets de la circonscription, en particulier le dossier de la nationale 141. On attend depuis des années, peut-être des dizaines d'années, cette fameuse déviation de Roumazières. Les travaux doivent normalement débuter donc d'ici la fin de l'année pour une mise en service, si tout va bien, en 2021. On sait que le député de la circonscription devra s'occuper de ce sujet. Brigitte Fourré, aujourd'hui, il faut faire quoi pour essayer d'accélérer les choses pour que, enfin, ces 20 et quelques kilomètres soient à 2 fois 2 voies? C'est très important, effectivement, pour le désenclavement aussi du territoire, parce que le désenclavement des territoires, c'est un enjeu de la ruralité et de l'attractivité de la ruralité. Et aujourd'hui, si on a des bouchons, eh bien, évidemment, ça va être très compliqué. D'où l'enjeu de vouloir cette mise à 2 fois 2 voies de la RN 141. Voilà. Mais il faudra que le député, j'espère, si je suis élu, porte haut ce dossier de manière à pouvoir accélérer un petit peu le processus. On peut déclencher des financements plus rapides? Mais certainement, quand on est aux manettes au niveau national, je pense qu'on peut effectivement déclencher des financements particuliers. Oui. Et d'ailleurs, je déplore que notre député de la 3e circonscription ne l'ait pas fait. Madeleine Ngombe-Bitou, est-ce qu'on peut faire mieux et plus vite sur ce dossier de la RN 141? Bien entendu, et il faut faire vite, parce que c'en est assez. Cette situation sur la RN 141, Madame Fourré l'a dit, il faut absolument
qu'on y arrive à faire de cette nationale une route moderne qui aide à désenclaver. C'est 100 millions d'euros, hein, je rappelle juste le chiffre oui. à peu près pour les... Mais c'est important pour la ruralité parce que l'avenir de nos territoires passe par le désenclavement. Si on ne désenclave pas... Et il faut avoir un député dans la majorité pour aller frapper éventuellement aux bonnes portes, au ministère des Transports, à Matignon. Il faut avoir un député de la majorité. C'est ce député qui sera capable d'aller toquer à la porte des cabinets pour avoir des solutions rapides, efficaces sur le territoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui sommes garants des engagements d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, sur ces sujets des infrastructures, il s'est engagé dès son élection à mettre autour de la table les acteurs des territoires et trouver ensemble des solutions les plus efficaces possibles pour donner de la mobilité, qu'on soit dans les territoires ruraux ou dans les territoires urbains. Il a envie de réconcilier la France et il y en a assez d'avoir deux France, une France urbaine et une France rurale. Nous avons tous droit d'avoir les mêmes infrastructures et c'est ce à quoi il s'est engagé et nous en serons les garants. Est-ce que Aurélie de Azevedo, un député Front National, pourrait faire mieux sur cette question aujourd'hui ? Alors mieux, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas faire quelque chose, ça c'est sûr, parce que vous disiez qu'il fallait faire partie de la majorité pour aller toquer aux bonnes portes. Écoutez, M. Lambert nous a prouvé le contraire, puisque vous voyez aujourd'hui la situation de la 3e circonscription. Effectivement, par contre, je vais rejoindre Mme Ngomé. Il faut effectivement miser sur l'équité des territoires. On ne peut pas poursuivre comme cela, en tout donnant à nos grosses métropoles et en ne faisant rien pour nos petits villages. Et puis, il y a plusieurs axes. Il n'y a pas que la matière la sécurité. Aujourd'hui, sur la RN 141, il y a le tourisme. Tout va se jouer aujourd'hui sur cette route qui va traverser. Nous avons encore été endeuillés là très récemment, donc en début de semaine dernière. Donc, c'est terrible. Il faut vraiment prendre ça à bras le corps. Et effectivement, il ne suffit pas d'être dans la majorité, mais je pense qu'il faut avoir la réelle volonté de le faire et de se bouger tout simplement et puis d'aller frapper aux portes. Oui. Christophe Mauvillain, sur ce sujet, la RN 141. Écoutez, je crois que moi j'entends beaucoup de déclarations d'intention, la main sur le cœur, mais je constate qu'à un moment donné, les financements d'État risquent de se tarir puisque le président Macron a dit qu'il n'y aurait peut-être pas de contrat de plan État-région 2020-2025. Donc là, on est sur un contrat de plan État-région 2015-2020 qui va se terminer. Il y a 100 millions d'euros, vous l'avez dit, à trouver pour la RN 141 qui ne sont pas assurés. Et il y a aussi un autre chantier structurant pour l'axe Est-Ouest qui est important puisque c'est le seul de la grande région et qui a l'aspect du tourisme, l'aspect du désenclavement économique. C'est la ligne SNCF Angoulême-Limoges. Alors c'est la ligne TER la plus catastrophique Exactement. De Nouvelle-Aquitaine. Il faut 2 heures aujourd'hui en TER pour faire Limoges-Angoulême et le train roule à 40 km/h sur certaines portions. Parce qu'il faudrait changer immédiatement 5000 traverses. Et ça c'est la compétence régionale. 5000 traverses pour que le train puisse circuler à 60 à l'heure et il faudrait 120 millions d'euros d'investissement pour qu'il puisse à nouveau circuler correctement. Ça ne peut se faire qu'avec une aide structurante de l'État avec le contrat de plan État-région qui n'est pas assuré par le président Macron et qui pense donner une dotation à chaque région, ce qui veut dire qu'on va aller, pour le coup, sur des traitements différentiels de chaque région. Il y aura des régions riches avec beaucoup d'équipements, des régions pauvres avec moins d'équipements. On ne veut pas de cette différence entre les régions et on veut que la réforme territoriale abonde les financements des communes et abonde le financement des régions pour équiper structurellement le haut débit et donner du poids aux maires pour aménager le quotidien des gens. Puisqu'on parle de transport... J'aurais juste voulu faire une petite parenthèse. Tout simplement, donc, on parlait de financement, mais écoutez, c'est très simple pour faire des économies. Je peux vous en donner plein, des exemples. Alors, on va dire que le Front National est contre la culture, mais à la région, on donne des subventions par 10 000 euros, par des coûts de 10 000 euros à des pièces de théâtre qui n'ont ni queue ni tête. Donc, aujourd'hui, il suffirait tout simplement... C'est pas le point de vue de ceux qui les montent et qui les regardent. Il va falloir privilégier... Oui, mais il va falloir faire des choix, monsieur. Il faut faire des choix aujourd'hui. Sauf que la culture, c'est un domaine économique qui pèse 7 fois plus en France que l'industrie automobile. 7 fois plus que l'industrie automobile, donc c'est un élément structurant de nos territoires. Sans culture, nos jeunes n'ont pas de perspective d'ascension sociale. Je rebondirais effectivement, la culture, c'est essentiel. D'accord, mais alors il y a un autre point qui est très important parce que ce soir même, à 19h05, le TGV qui passe en gare de Ruffec va être arrêté par des personnes qui demandent à ce que la SNCF maintienne des arrêts en gare de Ruffec sur la nouvelle ligne qui sera mise en service à partir du 2
22 juillet. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est aujourd'hui donc l'arrêt des arrêts, si je puis dire, la fin des arrêts en gare de Ruffec, et en plus le problème du cadencement entre les TER et les TGV. Alors Christophe Mauvillain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on est député de la circonscription pour que le territoire de Ruffec soit irrigué par la grande vitesse? On est en pointe dans la mobilisation, comme nous l'avons été au sein du collectif Ruffecquois, Brigitte Fourré et moi, puisqu'on était membres de ce collectif pluraliste. Et on va interpeller le ministre des Transports, le président de la commission d'aménagement du territoire et des transports à l'Assemblée nationale, ce que nous avons fait sans réponse malheureusement, mais nous l'avons fait seuls, sans soutien du député sortant, et ce qui est un vrai problème. Moi, je pose une question de fond. Pourquoi la France, qui est un pays riche, lorsqu'elle se modernise, abandonne la solidarité et ses territoires ruraux? Parce que François Hollande l'a dit lorsqu'il est venu à Villonion, il a dit la France elle est comme ça, elle veut des trains qui vont très vite mais qui s'arrêtent partout. On a fait des propositions à deux niveaux. Le cadencement des TER pour réduire le temps d'escale à Poitiers et faciliter les trajets, et en même temps des propositions d'un TGV circulant sur l'ancienne voie, comme il circule aujourd'hui actuellement, entre Angoulême et Paris, desservant Ruffec, Poitiers, Châtellerault, Saint-Pierre-des-Corps et Paris. Donc une forme de TGV de proximité. Il nous faut des trains de proximité parce que nous avons beaucoup de personnes âgées au milieu rural qui ont besoin de se déplacer avec le confort nécessaire pour aller chercher leurs petits-enfants, pour aller à des spectacles à Paris, à des expositions, au salon de l'automobile, au salon de l'agriculture. Brigitte Fourré, vous êtes sur la même analyse, vous êtes sur ce combat-là, vous êtes d'accord? D'ailleurs, c'est vrai qu'avec Christophe, on est les deux seuls ici sur ce plateau à avoir soutenu et faire partie du collectif pour le maintien justement des arrêts TGV en gare de Ruffec sur le territoire, parce que c'est très important pour nous, pour la ruralité, bien évidemment. C'est 100 000 personnes qui peuvent prendre ce TGV à Ruffec. Donc voilà, et on peut concevoir que, bien, il y a des personnes qui veuillent se déplacer très vite, ça c'est la LGV, ok, mais par contre, il ne faut pas oublier les territoires ruraux. On ne doit pas devenir une réserve d'Indiens et on ne peut pas non plus être sacrifié au nom d'une logique comptable. Voilà. Madeleine Ngombe-Bitou, si vous étiez députée dans la majorité d'Emmanuel Macron, vous pourriez contraindre la SNCF de réexaminer sa position aujourd'hui très ferme, plus d'arrêt en gare de Ruffec pour la LGV, c'est terminé. Bien entendu, je vais me battre, moi, pour cette priorité locale de la circonscription. C'est très important qu'il y ait le maintien de l'arrêt TGV à Ruffec. Il faut désenclaver, on l'a dit tout à l'heure, et c'est aussi une mesure d'égalité, tout simplement. Il n'y a pas de raison que des territoires soient complètement oubliés, soient traversés, alors que d'autres, justement, bénéficient du rayonnement, et que ce soit de la LGV, que ce soit du TGV, et que dans le même temps, qu'on ne fasse pas assez pour le maintien des lignes TER et qu'on ne fasse pas assez pour le cadencement. Donc moi, je me battrai pour qu'il y ait le maintien de cet arrêt TGV, qu'on fasse aussi tout ce qu'il faut, qu'on apporte aussi les financements. La rapidité. Qu'on apporte aussi les financements et pour le maintien. Disons que la rapidité ne doit pas se faire au détriment de la ruralité. D'accord. C'est aussi ce que vous dites, Aurélie de Azevedo. Oui, aujourd'hui, ce genre de situation, c'est ce qui nourrit le vote Front National, qui donne le sentiment que les communes rurales sont abandonnées? Alors oui, c'est ce sentiment d'abandon aujourd'hui qui fait que le vote Front National se fait de plus en plus nombreux. Maintenant, effectivement, le choix a été fait sur cette LGV. Apparemment, ils n'ont pas du tout l'intention de revenir là-dessus. Enfin, c'est la SNCF, quand vous dites « c'est la SNCF. Oui, tout à fait. L'État, la région, ils ont tous soutenu ce projet-là pour pouvoir faire bénéficier à Bordeaux demain de 2h30 de Paris. Voilà. 2h05. Oui, 2h05. 2h05. Territorial qui a été voté par les parlementaires du Front National. C'est une conséquence, la métropolisation est une conséquence de la réforme territoriale votée par les. Je voudrais que dans les 5 minutes qui nous restent, on aborde un sujet important dans votre circonscription qui concerne la désertification médicale. En Charente, le nombre de médecins va passer de 249 médecins pour 100 000 habitants aujourd'hui à 240 médecins pour 100 000 habitants en 2020. Madeleine Ngombe-Bitou, vous êtes dentiste, vous exercez toujours, je crois, à Confolens. Je fais des remplacements actuellement. Aujourd'hui, comment, vous qui êtes professionnel de santé, donc, comment on fait pour encourager les professionnels comme vous à s'installer dans les zones rurales, comme la 3e circonscription de Charente? Je suis très heureuse de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai porté lors de mes 2 mandats régionaux.
la désertification médicale sur ce territoire de Charente et même, je dirais, d'autres territoires en France, elle est surtout due à une question d'attractivité du territoire. Il y a suffisamment de médecins qui sont formés. Donc on ne touche pas au numerus clausus, ce n'est pas le problème. Nous toucherons. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à toucher au numerus clausus qu'il faudra augmenter. Mais en tout cas, on sait que beaucoup de médecins sont formés, mais ne s'installent pas pour autant. Ils font d'autres choses. Donc il faut arriver à trouver des incitations pour que ces médecins puissent venir s'installer en milieu rural. Incitation et pas contrainte? Incitation d'abord. C'est aussi votre sentiment, Brigitte Fourré? Pas tout à fait. Alors, incitation, bien évidemment, mais on sait très bien qu'on peut construire autant de maisons de santé qu'on le veut. S'il n'y a pas une volonté forte des professionnels de santé d'intégrer ces maisons de santé, bien évidemment, c'est pas possible. Et moi, en tant que présidente... Il ne faut pas les construire sans les médecins. Il faut que ce soit les acteurs ce sont eux qui doivent porter, montent effectivement, le projet ce sont eux qui doivent les collectivités viennent en soutien. Par contre, moi, si vous voulez, ce que je constate quand même, c'est que l'organisation de la santé sur les territoires français, eh bien, c'est quand même une mission régalienne de l'État. Et aujourd'hui, l'État, eh bien, il dit, écoutez, les collectivités, débrouillez-vous avec vos histoires. Non, moi, je dis qu'il faut absolument, si ça n'est pas possible, sinon on ne va plus avoir accès aux soins dans les territoires ruraux, il faudra prendre des mesures beaucoup plus coercitives. Il faut imposer à des médecins, imposer, à des médecins hospitaliers, des médecins de l'hôpital de Ruffec, d'aller par exemple faire des consultations. C'est peut-être, mais il y a peut-être autre chose à inventer. Et puis aussi, eh bien, dans les zones sous-dotées, et il faudra que les médecins, eh bien, ils n'aient pas forcément les avantages qu'ils ont au niveau de l'installation. Parce qu'aujourd'hui, je prenais l'exemple de l'hôpital de Ruffec, est-ce qu'il n'y a pas un risque, faute de médecins ruraux, de voir les gens se déporter vers les urgences de l'hôpital, c'est ça. Parce qu'il faut trouver un médecin tout de suite quand ça va mal. Tout à fait, c'est ça, c'est le souci. Du coup, il y a quand même des choses à mettre en place pour, si on ne peut pas les inciter, des mesures, à mettre en place des mesures coercitives de manière à faire en sorte que nos zones rurales ne soient pas sous-dotées en médecins. Et comment coercitive? Moi, je suis pour la construction de centres publics de santé, c'est-à-dire que les collectivités... Donc des mini-hôpitaux, par exemple, en zone où il manque des médecins libéraux, que les collectivités se réunissent, puissent, avec leurs compétences générales, financer conjointement des centres publics de santé et qu'on puisse avoir des jeunes médecins salariés, puisque 9 médecins sur 10, 9 jeunes sortants de médecine voudraient être salariés. Avec un contrat quinquennal qui leur permette de se faire de l'épargne, de se faire une expérience, de découvrir des territoires et de partir ensuite. Donc salariés rattachés par exemple à un centre hospitalier de proximité pourquoi pas, pour permettre effectivement au centre hospitalier d'Angoulême, la survie de nos centres hospitaliers de proximité comme La Rochefoucauld et Ruffec, qui sont aujourd'hui menacés par la tarification à l'acte de la loi santé de 2014, votée par le député sortant, qui pose problème parce que cette tarification à l'acte ne valorise pas par exemple les actes des urgences. Donc nous avons des établissements qui sont en déficit, qui sont menacés. C'est le cas de l'hôpital de Ruffec. Et de celui de La Rochefoucauld. Et ils sont rattachés avec le groupement hospitalier de territoire au vaisseau mère, qui est l'hôpital de Girac, et qui va venir ponctionner les moyens humains, parce on est sous-dimensionné en moyens humains dans la fonction publique hospitalière, on manque d'infirmières, on manque de médecins. Donc on va venir ponctionner les moyens dans les établissements ruraux, et c'est un vrai problème, et notamment la question des urgences à Ruffec. Il faut qu'on maintienne à Ruffec les urgences 24-24, ça veut dire 3 équipes d'urgence. Ce sera sûrement un sujet pour le prochain député. Là, aujourd'hui, le service est maintenu. Jusqu'à quand, Aurélie de Azevedo? Il va falloir accentuer effectivement la présence de ces hôpitaux parce que, comme tout le monde le sait, ce sont les seuls liens et ce sont les premiers endroits où vont se tourner malheureusement les gens quand ils sont dans le malaise. Que ça soit une détresse psychologique, morale, affective, ces lieux qui sont ouverts 24 heures sur 24 où les gens vont trouver de l'écoute, ce sont les hôpitaux en priorité et les gendarmeries, etc. Donc il leur faut ce lien-là pour toujours la même chose, pour aller contre le sentiment d'abandon qu'ils ont et répondre à leurs attentes. Madeleine Gombi-Bitou, vous ne sembliez pas d'accord sur l'idée de la contrainte. Est-ce que quand vous êtes venu vous installer, jeune dentiste à Confolens, vous l'auriez fait si on vous y avait obligé? Eh bien, non. Très peu de jeunes médecins s'installeront sous la contrainte. Je crois qu'il faut un faisceau de propositions pour les amener
à s'installer. Ça sera des incitations par les maisons de santé, sachant qu'il faut que ce soit les acteurs qui portent le projet. Ça peut être aussi des dispensaires, des centres, comme le propose M. Mauvillain, avec des praticiens salariés. Ça peut être aussi donc des praticiens qui font l'entre-deux entre l'hôpital de proximité, qui est une première porte de santé sur un territoire, et les maisons de santé. Donc, il faut mettre en place un faisceau de propositions de façon à ce que cette offre sanitaire, elle soit cohérente sur le territoire. Les services publics sont la pièce maîtresse du pacte républicain. Moi, j'entends ce qui est dit, mais je suis très étonné de ces positionnements, puisque Emmanuel Macron prévoit la suppression de 120 000 fonctionnaires. À droite, Fillon disait dans la campagne présidentielle, moins 500 000 fonctionnaires. Comment fait-on à ce moment-là? Parce qu'on a tous la main sur le cœur disant oui, tout à fait, on veut sauvegarder la ruralité. Alors, je voudrais mais avec quels moyens? Et donc, à un moment donné, le Front de gauche est pour le Front de gauche et pour l'augmentation du nombre de fonctionnaires sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation. Ni la sécurité. Et la justice. Tout à fait. Eh bien, merci. Cela fait maintenant 35 minutes que nous débattons ensemble dans cette 3e circonscription de Charente. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vais vous rappeler, avant que l'on se quitte, la liste des candidats présents dans cette 3e circonscription qui n'étaient pas sur ce plateau. On va revoir la liste de ces candidats. Annie Braque pour Debout la France, Sophie Jaffari pour l'UPR, Françoise Fize, Région et Peuple Solidaire, Véronique Grégory-Bachelier, Jérôme Lambert, le député sortant qui n'a donc pas pu venir aujourd'hui, Anne Mingui, François Monrousseau et Annabelle Sicre. La semaine prochaine, nous terminons notre série de débats sur les législatives par le département des Deux-Sèvres et vous pouvez bien entendu retrouver l'intégralité de tous nos débats. Il y en a 6 désormais à votre disposition sur l'ensemble de la région et l'ensemble de l'actualité de la campagne des élections législatives sur notre page Facebook et sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous faites Nouvelle-Aquitaine, France 3 sur votre moteur de recherche et vous tombez directement sur notre site. Merci à tous, bonne journée, bon week-end.